Président Roustan, bon, des arguments des deux côtés. Monsieur Roustan. C'est délicat, oui, parce que ce qui va être ennuyeux, c'est qu'on peut faire une émission sur le PSG, parce que je suis d'accord avec Ludo et Raymond, deux défaites comme ça en 15 jours, et puis rien dans le jeu, dans l'intensité, Messi, Neymar, enfin bon, on va en parler, je vais pas entrer dans les détails, mais d'un autre côté... C'est toujours au détriment de l'autre, Rennes qui était quand même sous pression avec les victoires de Marseille, Monaco et Lens, l'air de rien. Les absences, on l'a dit, Terrier, Bourigeaud, c'est pas rien. Et oh Marie, si tu savais tout le mal que tu m'as fait, c'est important aussi. Genesio, qui a jamais joué avec Rennes comme ça, qui a le culot pour contrer donc parce que Paris retourne avec 3 axios. À un moment, il faudrait qu'ils se mettent d'accord. Tu vois, il l'avait oublié, et puis depuis plusieurs matchs, il est revenu avec 3 axios. Là, il a réglé le problème, parce que des Traoré et Truffert en 1 contre 1, tu vois, ils peuvent jouer haut, et à la limite, ça peut l'arranger. Au milieu de terrain, ils ont fait la différence, alors que c'était une infériorité numérique. Enfin, on va parler du match. Mais ce qu'a réalisé Rennes, dans le jeu, dans l'intensité, et dans des conditions difficiles par rapport aux absents... Donc, c'est remarquable. Donc non, parce que tu vas parler quand même. Donc le public va trancher. Vous ne faites pas 8 minutes là quand même. Non. J'ai fait moins Clément quand même. Il t'a amené au bord du truc. Non. Mais ce que je veux dire, c'est délicat parce que tu peux pas passer à côté de la contre-performance de Paris. Ben si, j'ai un avis. C'est un match nul. Mais c'est un match nul. Bon, pour moi. Très bien. It's a draw. On a bien compris. On va laisser le public voter. Vous votez évidemment sur le compte Twitter de l'équipe du soir et vous pouvez réagir à cette émission, #EDS, il y a notamment la partie interactive où vous pouvez nous proposer des notes aux chroniqueurs. On va rejoindre l'envoyé spécial qui est au Roison Park pour cette belle rencontre de Ligue 1. Bonsoir Giovanni. On se pose la question de savoir s'il faut mettre en avant, retenir la victoire des Rennais ou la défaite de Paris dans un contexte où, Raymond le disait, le 14 février prochain, ce sera la Saint-Valentin mais ce sera aussi le Bayern pour eux. Bonsoir Bertrand, bonsoir à tous. Moi je suis obligé et sans rien enlever à Rennes, parce que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, je suis obligé de retenir la défaite parisienne, parce que je trouve, par rapport à ce que j'ai ressenti au stade, que c'est vraiment Paris qui a permis à Rennes d'y croire, parce que honnêtement, la première période de ce match, que ce soit Rennes et le Paris Saint-Germain, c'était vraiment un rythme très très faible, il y avait très peu d'intensité. Sur les 5 dernières minutes de la première période, parce que Paris n'était pas inspiré, parce qu'il reculait, Rennes a commencé à y croire, et au fur et à mesure que le match a avancé, Rennes a pris confiance, parce que Paris était vraiment soporifique ce soir, il n'y avait pas d'idée, pas d'intensité. Donc je retiens ça, parce que c'est une équipe, le Paris Saint-Germain, avec Neymar et Messi, Mbappé, est vite rentré. C'est une équipe qui a des difficultés à changer de rythme. C'est une équipe qui est absolument pas solidaire. C'est une équipe qui répond très très mal à l'agressivité, parce que ce soir notamment, j'ai retenu le match de Lovre-Mayer au milieu de terrain. Je crois que c'est Didier qui parlait du milieu de terrain. Le match de Mayer ce soir, c'était fantastique. Il a mis des brins, il a parfaitement géré le tempo. J'ai vu une image aussi à la fin du match qui m'a inquiété. C'est Christopher Wu, 19 ou 20 ans de mémoire, qui vient calmer Neymar, qui a 30 ans, qui est son aîné, parce que Neymar a encore une fois été insupportable dans le comportement. Donc il y a des signes d'agacement, une équipe qui est incapable de changer de rythme et une équipe qui est incapable de se faire mal physiquement. Et Rennes qui a fait un très bon match, une très grosse seconde période, mais en première, qui s'est adapté au rythme soporifique des Parisiens. Merci beaucoup. Giovanni, pas mal de choses dans votre intervention. Allons un petit peu sur le Paris Saint-Germain. Je trouve que parfois on systématise les questions tactiques, etc. Mais là, est-ce qu'ils ne le perdent pas un peu là aussi ce match quand même, le PSG ? Parce que Rennes est dans un système inhabituel, vraiment, pour eux. Ils le perdent un peu là, parce que moi j'arrive... Après, quand tu peux parler de tout ce que tu veux, technique, tactique, tout ce que tu veux, mais quand t'as pas envie d'y aller, en fait, quand t'as pas de motivation, t'as pas l'envie d'être avec tes partenaires, d'aller faire un grand match... Mais là, ils jouent à Rennes et tout, et c'est ça, c'est pour ça que je comprends pas. Sur la motivation, moi j'ai l'impression... Didier, on l'a vu ensemble le match. Je suis d'accord, mais j'ai l'impression... qui sont perdus. Le rôle de Neymar, tu le comprends pas. Et Kitike, peu cher, il est au milieu des 3, il a dû toucher 7 ou 8 ballons. C'est à moi qu'on a posé la question. Dans la première mi-temps, oui, mais comme tu es un peu à côté du truc, je t'aide un peu. Je pense que à un moment, quand tu es un petit peu dans la nasse, quoi, quelque part, et qu'il n'y a pas un système de jeu fondamental, eh ben, tu déjoues. Et c'est vrai que Neymar, c'est quoi sa position ce soir? Il va chercher des ballons
archi derrière. Tu vois, il fait pas de différence, il fait rien. Messi a essayé, mais tu vois bien que c'est pas le Messi de l'Argentine. Didier, loin de moi l'idée de vous interrompre parce que ce serait vraiment malvenu. Mais on a un thème Messi-Neymar flop dans quelques minutes. Oui, mais ça c'est la facilité. Oui. C'est plus complexe que ça. Et c'est pourquoi ce sont des flops. Ludo, reprends, monsieur. Commencez même. Non, mais alors, vous vouliez venir sur le volet tactique. Moi, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Ce 3-4-3, il a ni queue ni tête. C'est-à-dire que, déjà, quand on changera Ramos et Marquinhos, déjà, ça me donnera une idée un petit peu plus avancée de ce que peut faire le Paris Saint-Germain en voulant jouer comme ça. C'est-à-dire quand on changera Quand tu mettras Ramos dans l'axe et Marquinhos à droite, déjà, ça me donnerait une autre indication sur ça. Il y a répondu, après, il ne changera pas. Ce qui me gêne, moi, dans ce système-là, c'est que Messi d'un côté, Neymar de l'autre. Ils sont aux opposés. Et moi, j'aime bien quand ils sont proches. En fait, ils arrivent à combiner, ils arrivent à faire des choses quand ils sont dans le même périmètre. Là, il peut se passer de la magie. Là, il peut se passer des choses. Pas franchement sur les côtés. Tu joues un 3-4-3, Didier. Oui. Ils étaient à 20 mètres, 25 mètres d'intervalle les deux. Moi, je préfère quand ils sont les deux, à 5-6 mètres d'intervalle. Il peut y avoir des combinaisons, il peut y avoir du mouvement, il peut y avoir la magie, elle s'opère à ce moment-là. Et puis, on voit qu'avec Ekitike, ils n'ont pas envie de jouer avec lui. Il ne fait pas partie de la bande, quoi. Il n'est pas invité. Oui, mais c'est pas lui le problème. C'est surtout que quand les cadors sont pas au rendez-vous, t'as pas de plan B, quoi. Je suis désolé. Et à chaque dimanche soir où on est ici et que le PSG se fait bouger, on a exactement le même constat. Ça veut dire que mais ils sont bougés par toutes les équipes maintenant, sensiblement. Exactement. Ça veut dire que quand Soleri rentre, il n'a jamais fait une différence de sa vie au PSG. Ruiz, pareil. Et t'as dit le mot parfait, peu cher. Tu demandes ce qu'il. Oui, mais on peut pas lui en vouloir même. Avant d'être déçu par les remplaçants ou par Ekitike, qui effectivement, il est resté sur une bonne série parce qu'il avait marqué, mais c'est pas lui qui doit trouver la solution. C'est quand même Neymar et Messi, et surtout Neymar, vu ce qu'il nous prouve encore ce soir, qui doivent être au rendez-vous. C'est-à-dire qu'en fait, on a très peur de revoir finalement le Neymar des mauvais jours, alors que la première partie de saison que le PSG est bonne. Et on le craignait. On ne peut pas toujours dédouaner les autres, Karine, non plus. Tu vois, à un moment donné, ils sont au PSG. Ils demandent plus à Neymar et à Messi qu'à Ekitike. Non, mais les autres, ils sont jamais au rendez-vous, en fait. Tu les vois jamais. Mais d'accord, mais à quel moment t'as cru que Solaire, que Sarabia, écoute, ils ont été les chercher, ils sont à Paris, ils ont un contrat. Tu as raison. Et deux, ça veut dire que le jour où il est moins bien, tu perds. Ben oui. Donc c'est un problème. Ben oui, mais ça c'est le PSG de cette année, des autres années, c'est-à-dire que les remplaçants n'apportent quasiment jamais rien. Ben, ça sonne, mais on me dit pas qui appelle. Si moi je filtre les appels. Donc là on me dit pas. Ah, c'est Giovanni. Giovanni, vous étiez un numéro masqué, donc je vous donne la parole. Je sais pas ce que vous voulez dire, mais faites comme chez vous. J'espère que vous ne me filtrez pas, Bertrand, ça me ferait énormément de peine. Non, il y avait des questions par rapport à la tactique, par rapport à ce que Galtier demandait. Je crois que c'est Ludo qui en parlait, des éléments de réponse. Il a passé son temps à faire des signes, que ça soit Danilo Pereira qui joue axe gauche ou Sergio Ramos d'écarter, parce que c'est vrai que sur la première période, il y avait des espaces pour Nordi Mukiele qui était juste en face de nous en première période, et Juan Bernat qui était systématiquement tout seul. Donc déjà, le Paris Saint-Germain a un vrai problème de jouer dans la largeur. Et pour le coup, Didier a très bien vu le match. Honnêtement, Messi et Neymar, ils étaient dans l'axe, ils ont très souvent cherché à combiner, ils avaient énormément de liberté. Ils jouaient pas à gauche, ils jouaient pas à droite, puisque tout le couloir était pour Mukiele et Bernat, et personne les a servis. Ça, c'est un énorme problème, et on a vu d'ailleurs quand Hakimi est rentré, il a reçu le ballon. Et je voulais vous répondre sur Ekitike, puisque vous disiez il n'est pas invité, etc. C'est vrai que le comportement, et là notamment de Neymar, on le voit bien, Ekitike sur les remises, quand Messi ou Neymar viennent s'appuyer sur lui, il a du mal à remettre. Et franchement, Neymar, à chaque fois qu'Ekitike rate un truc, il lui fait la réflexion, il le pourrit. On sent que très clairement, ils sentent que évidemment, il préfère jouer avec Kylian Mbappé. C'est une dimension qui est tout autre. Donc ça ne le met pas forcément en confiance, l'ancien Rémois. Eh ben, c'est bien dommage. Merci beaucoup, Giovanni, pour cette analyse. C'est pas l'idéal. C'est petit surtout de faire ça. Bien sûr. Ça t'étonne? Moi non. Non, mais malheureusement non. Malheureusement. Non, je suis pas tout à fait d'accord. Parce que quand tu joues à ce niveau-là et que tu as des joueurs comme ça, et quand tu es Messi, Neymar, et que tu cherches à faire un 1-2 et que le mec il te le remet 3 mètres derrière, je te dis, tu peux pas l'aider, t'es pas là pour aider le mec. C'est pas un tocard et qui je veux bien que ça Raymond, il y a des grands joueurs qui ne pensent pas comme ça. Aujourd'hui, dans toutes les remises, à chaque fois qu'ils ont essayé de le trouver, il s'est trompé de 3 mètres. Par contre, si vous avez des images où Messi et Neymar sont l'un à côté de l'autre, moi je veux bien les voir. Oui, mais ça parce que moi je les ai pas vus. Ludovic, vous êtes chez le diffuseur, vous êtes plus chez le diffuseur. Trouvez-les-moi parce que moi je les ai pas vus.
On n'est pas sur pas une vidéo, là on est sur notre employeur. Ils n'étaient pas dans les couloirs. Ils n'étaient pas dans les couloirs ligne à ligne. Il y a quand même une différence entre être à 25 mètres et être à 5 mètres, tu vois. Oui, ils n'étaient pas souvent à 5 mètres. Je les ai pas vus coller en 10 les deux, excusez-moi. Camille Macali, avec une déclaration d'un joueur du PSG chez un diffuseur, mais on va juste le lire pour le moment. Oui, il s'agit du capitaine parisien Marquinhos, pour qui ça commence à faire beaucoup. Déjà 2 défaites en 2023, on manque d'intensité, il faut qu'on soit plus solide, on laisse beaucoup de points et ça peut compter en fin de saison, il ne faut pas qu'on se mette en difficulté. Ça, c'est un capitaine. Oui, parce que vous le rappeliez, Camille, en début d'émission, le Paris Saint-Germain voit maintenant ses poursuivants revenir avec Lens et l'Olympique de Marseille qui, avancent à grand train. Dans une bonne dynamique en plus. On a un thème d'ailleurs sur le PSG, ce qui est vraiment inquiétant en 2023. Poursuivons sur ce qu'on se disait, Raymond, la discussion qui nous agitait sur à quoi est-ce qu'il faut attribuer cette défaite parisienne. Est-ce que c'est tactique? Est-ce que c'est aussi d'investissement? Vous, quelle est votre pour moi, lecture? C'est l'investissement. Et c'est vrai que dans ce match-là, moi je trouve Danilo sur le côté, j'aime bien, mais mieux qu'il soit dans l'axe pour le coup, Danilo. Je préfère qu'il soit dans l'axe, dans la récupération. Tu as raison. Sur un côté. Là, il est perdu un peu sur un côté. Non, mais surtout, c'est que dans ce genre de match où Rennes avait bien joué, ils s'étaient regroupés, ils avaient laissé les côtés. Je veux dire, si là, il n'y a pas de renversement pour aller vite, pour trouver les 1 contre 1 sur les extérieurs, et c'est pas Danilo qui peut faire des transversales avec le pied gauche et qui peut remettre. Ils ne l'ont pas fait. Ni trop s'intercaler. Tu vois un gars comme TAT, quand il s'intercale, parce que quand tu es 3 contre 1... Théâtre, mais moi je l'appelle Théâtre. Oui, ils sont jamais sortis leur alors voilà, alors que Théâtre, je veux dire, il sort, c'est par exemple l'avant-dernier passeur sur le but. Tu vois, comme Medina avec Lens ou des choses comme ça. Sinon, si les 3 ils sont raides comme des hiboux un peu à la même hauteur, c'est vrai que. Mais en général, c'est lié. Je veux dire, tu es dans une organisation tactique avec des joueurs qui sont pas vraiment bien à ces postes-là. Tu baisses d'intensité. Marquinhos, il a raison. Il n'y avait aucune intensité. Ils ne la mettent pas parce qu'ils ne sont pas groupés, parce qu'ils ne jouent pas ensemble, parce qu'ils n'attaquent pas ensemble, Raymond, ils ne défendent pas ensemble. Le constat de Marquinhos est juste, mais j'ai l'impression que c'est à peu près ce qu'il avait dit après Lens. Et ce qu'il dira après la prochaine. Voilà, et puis lui-même, en fait, c'est le capitaine. Est-ce que tu l'as vu sur le terrain faire en sorte que l'intensité, elle arrive des défenseurs, des milieux ou de ceux de devant? Non. Donc son constat, il est juste, mais en fait, il ne fait pas avancer les choses. Didier avait raison, il n'apporte rien. Ils n'apportent pas de surprise. Après, il y a l'absence aussi de Verratti qui joue. Ce qui est navrant, c'est que alors que Lens ils sont à 3 au milieu, ils se sont fait bouffer par les deux en face. Et tu te dis, si la question que je me suis posée, c'est je me suis dit, Hugo Choukou et Mayer qui font un match formidable, les deux. Si tu les mets de l'autre côté, est-ce que tu les perds pareil? Est-ce qu'ils flambent comme ils ont flambé là? C'est-à-dire, est-ce que cette équipe-là, finalement, elle te met pas un poids, tu as l'impression que personne ne peut réussir? Et Ludovic, je le disais parce que j'étais au match au parc mercredi contre Angers. Est-ce que l'incarnation de ça, c'est pas Vitinha? C'était génial au début. Il est très bon joueur quand même de base. L'ombre de lui-même, il est devenu lambda. Je vais dire. Comment? C'est un vrai problème pour la fin de saison quand même. Parce que si Verratti est incertain physiquement ou sous cours alternatif et que Vitinha, ta seule bonne nouvelle, ta seule découverte des 6 premiers mois, tu le perds là. Plutôt des 2 premiers. Enfin, Jérôme, même Verratti, Vitinha face à un gros milieu de terrain, tu te poses des questions. Oui, mais Verratti, on l'a pas dit quand même, si tu veux, parce qu'il manquait. C'était normal de souligner les absents rennais. Et c'est une équipe qui n'a pas les mêmes moyens. Mais je regrette encore une fois, tu as un PSG avec Verratti et sans Verratti, quoi. Mais il ne pourra pas non plus tout faire face à un gros milieu de terrain. Non, il ne pourra pas tout faire. Il y a des gros manques et l'intensité et tout le reste. Il n'empêche que. Il y a un coup de bigot. Oui, il y a un coup de bigot. Alors c'est qui? C'est même, je crois. Gaston encore. Il ne sait pas à qui parler, donc il est là au Roison Park. Il y va. Vous voulez rebondir sur Vitinha? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, Giovanni? Non, c'est l'interrogation de Ludo, elle était bonne sur les milieux de terrain parce que tous, à la mi-temps, en tribune de presse, on en a parlé. Mais et pour le coup, c'était révélateur. On a vu, mais je ne sais combien de fois, Vitinha s'agacer parce qu'il tournait autour de lui. Parce que pour qu'il y ait des passes qui cassent des lignes, il faut des appels, il faut de la communication, il faut qu'il y ait des déplacements. Il n'y en a pas. Zaha Emery, c'est le seul mais il a porté le ballon, il a essayé de casser des lignes balle au pied, qui a montré un peu de personnalité.
côté. Et hyper intéressant aussi l'histoire des défenseurs centraux. Didier parlait de Théâtre. Je les ai bien observés. Bruno Genesio et Arthur Théâtre, ils n'ont pas arrêté de communiquer sur la manière de relancer. Un coup court, un coup long, parfois aussi d'aller porter le ballon. Et c'est vrai que le défenseur gaucher belge, il casse énormément de lignes. À Paris, hormis Messi et Neymar, c'est le FC passe en retrait. Ils passent leur temps à reculer jusqu'à Donnarumma. Il n'y a personne qui casse une ligne quand il n'y a pas Marco Verratti. Ça, c'est un énorme problème. Et tu sais, avant, enfin, dans notre époque de Raymond, si tu veux, où il y avait 4 défenseurs, tu avais, alors c'était pas couverture TV, mais tu avais un libéro, il poussait le ballon, alors je parle de Beckenbauer, mais un Henri Michel, quand il est passé derrière, sur une accélération, parce qu'ils avaient la technique pour, Marquinhos, il peut jouer jusqu'à 150 ans dans ce système. Non, mais c'est vrai, je veux dire, surtout s'il y a 3 où tu vas être couvert, à un moment, tu peux t'intercaler dans le milieu de terrain, donner une solution. Il devrait regarder ce que fait Lens. Mais oui, absolument. Lens, ils sortent toujours. Ils viennent trouver des points de fixation. Gradit, un petit peu moins, mais Medina, c'est un autre milieu de terrain qui s'engage. Karine, allez-y. Bien sûr, Marseille. Je disais juste que Danso très souvent monté, mais par rapport à Lens. Oui, absolument. Ah, Danso en plus. Mais comme il est axial, mais Danso, il montait pas mal. Et Medina, il est toujours devant. Même à un moment, il était en position d'avancante. Si le ballon il était relâché par le gardien. Et ça joue quand même. Ça fait quasiment une demi-heure que nous avons pris l'antenne. On a assez peu parlé de Mbappé quand même. Et de Rennes. J'espère qu'on va parler un petit peu de Rennes. Mbappé, les face-à-face, moi je regrette, mais les face-à-face... Donc c'était le meilleur joueur de l'histoire du foot il y a un mois et demi, et là il ne sait plus faire les face-à-face. Pas pour moi. Le meilleur joueur du foot il y a un mois... vous n'avez pas cédé à cette facilité. C'était Messi. Non, mais après, c'est un super joueur, mais je trouve qu'il y avait des progrès par rapport à ça, et peut-être ces progrès, tu les vois en équipe de France, mais il n'empêche qu'à son niveau, qui est quand même énorme, puisque c'est le top, on peut le dire, etc., dans les face-à-face, et là, ça change tout aussi, parce qu'il est seul devant Mandanda, il peut tout faire. Il peut dribbler, il peut aller à gauche, il peut aller à droite, il peut piquer. Enfin, je veux dire, il a fait tout. Ça lui arrive souvent en ce moment. Oui. Et il se met une mine. Mais là, il tente ça, c'est sa nouvelle. Non, mais ça lui arrive relativement souvent. J'entends ce que vous dites. Tu es d'accord avec moi? Il tente sa nouvelle, là. Et ça serait une bonne nouvelle pour le PSG, tu vois, qui retrouve cette efficacité dans les 1 contre 1. Avant ce face-à-face, quand même, c'est assez rassurant finalement qu'il n'ait pas encore une fois sauvé le PSG, parce que en fait, c'est là où je voulais vous amener. Sinon, on resterait encore sur une victoire du PSG, alors que non. Ou un match nul. Par rapport à leur contenu, c'est-à-dire, on le répète, un seul tir cadré. Ouais. Il ne mérite pas de gagner. Donc en fait, Mbappé, le sauveur qui rentre à la 55e, qui n'est pas forcément bon et qui met le but qu'il faut pour faire cache-misère, ben non. Là, ce soir, ça n'a pas été le cas. Et finalement, c'est pas plus mal parce qu'au moins, on met en avant tous les problèmes que le PSG a et ça ne date pas de ce soir. Parce que le PSG a été bon finalement au mois d'août. Non, mais attends, parce que l'alerte, on l'a eu il n'y a pas longtemps. Hein. Parce que là, on parle de Rennes et de Lens. Mais Strasbourg. C'est un miracle. Hein. Et même Angers. Il leur donne. Hein. Et même Angers. Cadeau, prenez. Et même contre Angers, ils n'ont pas été terribles. Donc, après Angers, c'est fort. Hein, mais comment dans les grands matchs, il a battu Manchester 2 fois, 3 fois. Il a au moins 2 fois. Ouais. À chaque fois qu'il y a une supposée grande équipe, on a l'impression qu'il arrive à trouver les armes, les arguments pour les mettre en même si Rennes, il y a une forme de continuité, mais il y a quelque chose, c'est vrai. C'est lui qui a le plus souvent battu le PSG. C'est lui qui les a battus quand il était à Lyon, ici. Là, il a trouvé quand même à la fin du chapeau, parce qu'il ne joue pas comme ça, donc c'est tout à son honneur, quoi. Il aime bien. Il a été capable de modifier. Je me souviens contre Manchester, il avait joué une attaque où il était allé chercher Manchester très très haut. Je dis, on se disait, mais il est fou. Et finalement, il avait réussi à s'imposer. Et à chaque fois, il trouve le truc pour ces équipes-là solides. Qui arrive. C'est lui qu'il fallait au PSG. Et surtout que là, tu sors d'un week-end pourri. Oui, complètement. Enfin, de la match pourri où tu perds 2 joueurs. Tu as perdu Terrier il y a 2 semaines. Ouais, tu as la pression. 2 défaites en 4 matchs. Tu vois, voilà, 2023, c'était quand même pas vraiment ça. Vous avez pensé à le prendre à Lyon ou pas? Bah ça va bien Lyon depuis qu'il est parti. Attends, ne me dis pas vous. Ah, il a coaché à Lyon. Je ne savais pas vous. Je crois que c'était un peu oublié ce qui se passe. Après Lyon, c'est un autre débat, je veux dire. Mais faisons le débat déjà d'abord du parce que sinon, on peut en faire une émission, Genesio. Parce que là, on parle des trucs de Manchester City, on peut parler du reste. Même si, à mon sens, celui qui lui a fait le plus de tort, c'est Jean-Michel Aulas. Enfin bon, on va pas faire le. Jean-Michel Aulas, pareil, qui vient de prendre une balle. Non, une balle perdue, c'est une balle perdue. Bien sûr. C'est une balle perdue.
perdu, mais en tout cas, il est pas mal là. Maintenant qu'on m'a expliqué que maintenant que Juninho était parti, il n'y aurait plus de problème avec les grands maîtres. Vous êtes vraiment en train de faire un débat Lyon ou pas? Non, une deuxième balle perdue. Faites des tweets, mais comme ça, non, pas du tout. Faites des blogs. Mais à Lyon, tout va bien. À Lyon, tout va bien. Tu as un directeur du football, du truc. Moi, on m'avait dit, et même sur ce plateau, par un spécialiste, tout ça, que maintenant que Juninho est plus là, il n'y a plus de problème. Je constate effectivement qu'il n'y a plus de problème. Et Laurent Blanc, que vous avez toujours encensé, machin, il s'en sort pas non plus. Mais c'est tout le monde qui dit Laurent Blanc. Non, moi je trouvais qu'il a fait des bonnes choses à Bordeaux, en équipe de France et au PSG. Mais chaque fois qu'on taillait Emery, qu'on taillait machin, je n'étais pas là à dire Laurent Blanc. Mais ce que je dis, c'est intéressant parce que ce qui se passe à Lyon, c'est quand même intéressant aussi. C'est vous qui êtes allé sur Lyon. Moi, allons-y. C'est le pompiste qui est allé sur Lyon. Didier, là, c'est un jaune. Franchement, vous l'avez mérité, le jaune. Là, vous l'avez bien mérité. Oui, vous l'avez mérité. Vous l'avez bien mérité. Karine, est-ce que vous avez envie de parler de Rennes ou pas? Les Pays-Bas, qu'est-ce qu'ils disent? Bruno Genesio. Oui, ou des joueurs. J'ai été plutôt en faveur de Bruno Genesio, même à l'époque de Lyon. N'en déplaise à. Ah, ça, c'est vrai. Non, mais soyons sérieux, là, franchement. Non, mais honnêtement, franchement, moi, je vous l'ai dit, avant le match, j'ai été très inquiète pour les Rennais. Je pensais que les Parisiens, ils allaient être dans la lignée, c'est-à-dire les trois, surtout de leur prestation, donc vouloir être efficace. Messi avait été bon face à Angers. Mbappé, il était revenu de la Coupe du Monde, il avait marqué. Et Rennes, pour moi, ils étaient inquiétants par rapport à la série, par rapport aux joueurs absents. Et là, il a fait un coup, ça a marché. La première mi-temps, elle est neutre, ils n'ont pas eu le ballon, mais ils l'ont très bien exploité, ils ont mis un rythme de dingue. J'ai hâte de voir la semaine prochaine face à Marseille. Bravo Genesio, parce que tout ce qu'il fait depuis qu'il arrive à Rennes, globalement, c'est déjà bien en termes de jeu même si et en termes d'équipe. Tout à fait. Après, si on dit bravo, ils n'ont pas écrasé le PSG. Non, je te dis en plus la deuxième période. Voilà. Mais ils avaient plus d'envie. Les absences, ils avaient envie. Ils ne croyaient pas du tout. Vous dites bien aux absences et la dynamique, je ne croyais pas. Vous dites bien Genesio, mais toujours avec un certain dosage, Didier. Giovanni Castaldi est à Rennes et il veut nous parler alors que vous êtes dans des trucs, on dirait qu'on parle une équipe attrayante et agréable à voir globalement. Vous allez me les manger tous les lanchements ou jusqu'à la fin de l'émission ou pas? Bravo Florian Maurice aussi. Et lui, je pense qu'il manque pour c'est un passionné et tout ce qui. Alors après à Lyon dans les transferts, des fois t'as pas de bol quoi. Je veux dire, tu peux te tromper. Il s'est trompé sur certains. Mais j'aime bien le travail qu'il a fait à Lyon et j'en parlais avec un ancien Lyonnais de l'époque hier au téléphone justement, ce qu'il fait à Rennes. Bravo à lui. C'est un beau couple aussi. Giovanni Castaldi pour nous parler de l'assise défensive rennaise ce soir. Non, mais parce qu'on parlait de Bruno Genesio, moi j'ai beaucoup aimé, parce que c'était vraiment pas attendu de le titulariser, c'est Christopher Wu. Il a eu peu de temps de jeu, l'ancien défenseur du RC Lens. Je trouve qu'il a fait un match impeccable. Toute la rencontre, Neymar l'a cherché dès le début de la rencontre. Le Brésilien l'a chauffé, il est resté calme. Il a fait un match d'une grande qualité. Et il y a aussi un autre homme qui a été très précieux à Rennes dans son utilisation, Escapa par exemple, le Paris Saint-Germain, c'est Kalimuendo. Parce que très souvent, il est venu décrocher. Pour le coup, Ludo parlait de Lens, disait que les centraux venaient chercher un joueur pour fixer et ensuite pouvoir déclencher des séquences de possession. Kalimuendo, plein de fois, il est redescendu, les centraux l'ont touché, il a bloqué dos au but et ça a permis d'orienter sur Maillère, Gouiri ou Désiré Doué. Et ça, c'est très intéressant et on voit que Bruno Genesio a beaucoup encouragé les défenseurs centraux à venir toucher Arnaud Kalimuendo. Joe, en deux mots, toujours pas d'entraîneur en conférence de presse? Non, toujours pas. Je pense que les Rennais, parce que on est descendu assez rapidement, ils ont pas mal célébré avec leur public, parce qu'encore une fois, le Roison Park était plein ce soir. Là, on entend un peu de bruit, la célébration encore des Rennais, mais ni Christophe Galtier ni Bruno Genesio sont présents pour l'instant en conférence de presse. Ok, vous nous dites comment? Il nous rappelle, toi. Oui, il nous rappelle. Le téléphone Proximate, on est limité. Là, c'est pareil, tu vois, Kalimuendo, tu sens qu'il a envie, mais si Kalimuendo était resté à Paris et que tu le mets à la place d'Ekitike, je suis sûr qu'il s'en sort pas. Ouais. Impossible. C'est pas tout à fait, parce que Kalimuendo joue plus dans les coins, il est capable de garder le ballon. Tout, mais Ekitike, c'est surtout dans la profondeur, dans le. Oui, mais le cadre n'est pas le même. C'est pas le même jeu. Au but à Reims, je le trouvais pas mal aussi. Le cadre n'est pas le même. Là, bon. Pour s'épanouir, le cadre n'est pas le même, évidemment. Oui. Le cadre n'est pas le même. C'est quand même un souci. C'est ce qu'on disait. Magère, il est super à Rennes. C'est un super joueur. Tu te dis au PSG, il serait bien, tu vois, à la place d'un des trois. Mais il ne jouerait pas ou il s'en sortirait pas. Il dit Fofana, pourquoi ils ne l'ont pas pris à Paris? À Lens, il est génial. Et tu dis que ça se trouve à Paris, il deviendrait lambda.